Bonjour à tous, le bonheur de voir les persans de mon enfance. Voilà, les persans B, persans MI et Berlier persans B, Berlier persans MI, Renault persans MI, les Renault persans 2 à boîte automatique d'Oromat. Et ensuite, évidemment, le Proto R312 en 1985 toujours, d'une grande modernité ici. Chez Renault à Vénissieux sur l'anneau d'essai et ici sur une piste de casse à la Valbonne dans le département de l'Ain au nord-est de Lyon. On a aussi là la vue 3/4 arrière du moteur, du compartiment moteur en position verticale transversale, le Proto 5001 de la RATP, l'Archibus ou Archibus, le R312 originel de la RATP, les premières livraisons, voilà, et une brochure commerciale du Renault R312. Donc là, on est bien sur un produit franco-français. On est sur l'autobus standard français, voilà, qui aura connu une carrière de 1987 à 1996. Voilà. Là, on a un extrait du Progrès du 31 juillet 1984 où on nous parle le choix du long terme, Renault véhicule industriel, voilà, donc c'est relatif à la gamme d'autobus et d'autocars. Donc là, on parle du PR100, dont le PR102 se taille une part du marché supérieure à 80%. C'est vrai que ça marchait pas mal. Par contre, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans cet article. À la division autocar autobus de Renault VI, on estime que le FR1 et ultérieurement R312, les deux enfants chéris de la marque, vont permettre de trouver le bon rythme et la bonne carburation. Les matchs industriels se gagnent aussi à l'énergie, puisqu'il s'agissait d'économie d'énergie. Mais c'est ça que je voulais vous montrer. L'Europe, mais aussi l'Amérique, par le biais d'accords avec Mack, la filiale US, pour la distribution de véhicules adaptés aux caractéristiques locales. Bénéficiaire de ces accords, le FR1 bien sûr, avec version à 2 ou 3 essieux, mais aussi le R312. Il s'agit en l'occurrence de l'autobus urbain de l'avenir, dont les prototypes seront mis en essai prochainement dans 8 villes de France. Le constructeur le définit comme entièrement nouveau, une réponse de Renault aux besoins des exigences des exploitants et utilisateurs, l'expression ambitieuse d'une révolution au plan de la conception et de l'industrialisation, bref, comme étant la concrétisation d'un effort très important. Sa commercialisation est envisagée en 1986 en France, l'année suivante aux États-Unis. Donc là, c'est un extrait du Progrès du 31 juillet 84, une revue de presse interne à Renault Véhicule Industriel. Il y a un autre article de presse qui est très intéressant parce qu'on en apprend un peu plus. Donc alors, par contre, je n'ai pas du tout le nom du journal en l'occurrence. Et là, on parle effectivement du FR1 de Mack. Et on parle aussi, par ailleurs, l'autobus futur R312 aura une version américanisée, le R314, qui sera partiellement construite dans une nouvelle usine Mack. Plus long, plus large, le R314 devrait sortir en 1987. On n'a jamais parlé du R314, il y a eu effectivement un communiqué de presse, mais on n'est jamais allé plus loin que ça. Alors moi, ça m'a justement donné envie, puisque je suis un petit peu curieux, ça m'a donné envie d'en savoir plus et justement de voir ce qu'était le R312 américanisé, c'est-à-dire le R314. Donc on a un véhicule un peu plus long, 12,16 m de long, par rapport aux 11,99 m du français. On observe que le porte-à-faux avant est nettement plus court, est nettement raccourci. L'accès se serait fait par une seule porte louvoyante plutôt que 2 portes. Voilà.
Au milieu, il y aurait eu un nouveau module d'une baie aussi, comme celle à l'avant du véhicule, identique a priori. Le porte-à-faux arrière aurait été raccourci, donc ça aurait effectivement nécessité la fabrication d'un nouveau porte-à-faux arrière. Et on observe que la largeur des véhicules R314 en haut, R312 en bas, le R314 est quand même nettement plus large à 2,59 m hors tout au lieu de 2,48 m. Voilà, donc 11 cm de différence en largeur. Et en longueur, on a 10, c'est quoi là? C'est ok, 12,18 m, on a donc 19 cm de plus. Voilà donc le scoop mondial, le R312, le R314. Il s'agit évidemment d'un document officiel Renault Véhicule Industriel. On observe justement là un article de presse, une paparazzade d'un mulet, d'un prototype de R312, surpris soit à Vénissieux, soit à la Valbonne, soit sur un autre terrain. C'est toujours intéressant d'observer un prototype, même avec presque 35 ans de retard. En tout cas, je trouve ça intéressant. Voilà. On va essayer de trouver les détails du R314. Ah, voilà, c'est là. Je vais y arriver. Alors, c'est un document Renault Véhicule Industriel. Donc, ça pose les bases de la stratégie adoptée en Amérique du Nord par Renault Véhicule Industriel, en prenant en compte donc la stratégie d'approche Amérique du Nord, les contraintes réglementaires, le Buy American Act, le Code fédéral, Code of Federal Regulations, donc domaine d'application, les financements fédéraux de plus de 500 000 $, conditions de conformité, assemblage final aux États-Unis, 51% de la valeur US, self-certification, augmentation de 10% du montant de la soumission en cas de la non-conformité. Ok, conséquence, industrialisation locale, voulu par les pouvoirs publics américains. Le pratique d'appel d'offres, le low bid procedure. Obligation de choisir l'offre la moins disante satisfait la spécification technique, en précisant que tous les pays libéraux, qu'il s'agisse de tous les pays anglo-saxons, du Commonwealth, du Nord, du Benelux, c'est une pratique d'ailleurs qui est, elle n'est pas adoptée par l'Union européenne, mais en tout cas elle est vivement encouragée, et c'est vrai que ça fait des pays qui sont largement gagnants à adopter ces dispositions-là. La procédure est complétée à compter du 23 décembre 1981 par la Life Cycle Cost Procedure, qui permet de pondérer le montant des soumissions par un ratio fonction des coûts d'usage et d'entretien des matériels proposés. Conséquence, bonne connaissance du niveau de prix, réduction de la pression sur les prix, bonus pour le produit de qualité. L'approche commerciale cible les grandes exploitations d'autobus. Donc là, ils ont défini 4 régions, New York, Chicago, Atlanta, Los Angeles. Donc effectivement, ces 4 régions sont les plus urbanisées et concentrent le plus d'autobus. Effectivement, 70% du parc américain, plus de 25% des véhicules de plus de 10 ans circulant aux USA, un besoin de renouvellement annuel d'environ 3300 véhicules, 70% du marché couvert avec moins de 25% des exploitations. Ok, donc ensuite on a l'approche produit. Produit de base, véhicule à 2 essieux de 40 pieds, 80% du marché. Dérivé du PR100, conception trop éloignée des souhaits des grands réseaux. 2 raisons majeures du rejet, la chaîne cinématique longitudinale et la longueur de 37 pieds et demi au lieu de 40 pieds. Donc, le PR100 MI a été notamment l'objet d'un essai à New York City, un essai de plus d'1 an, je crois, donc avec 2 véhicules, le 961 et le 960, dans les rues de New York City, le Renault PR100 MI, donc il s'agissait bien de Renault, voilà. Mais auparavant, Berlier avait envoyé un PR100 MI en Californie pour un essai
chez plusieurs opérateurs, notamment AC Transit, qui est des transports publics de la région de San José, plutôt, et de San Francisco. Voilà quelques vues du bus Berliet PR100 en démonstration en Californie. Là, on est à San Francisco. C'est assez dépaysant, très intéressant. Voilà, on est en 1978, juin-juillet 1978. Des stores aux vitres, un véhicule avec 45 places assises. Voilà le Berliet PR100 MI en démonstration aux États-Unis, sur la ligne 22 Hillview, entre autres, entre Hillview et Menlo Park. Voilà la vue des Berliet PR100 MI à San Francisco. Donc un essai, effectivement, les autorités américaines étaient très flattées de voir effectivement un constructeur français qui propose, en l'occurrence, ça c'était Renault Berliet, puisque Berliet était intégré au groupe Renault. Donc le véhicule porte effectivement la marque sur la face avant, la marque Berliet, mais il y a le petit logo Renault dessous, un autocollant, voilà, entre Hillview et Menlo Park. Mais bon, cet essai, malgré l'ouverture d'esprit des autorités californiennes, ce sera avéré totalement infructueux. Pareil pour les New York, pour l'aventure new-yorkaise. Donc, produit de base, véhicule à 2 essieux de 40 pieds, 80% du marché. La version US du R312. Concept de base proche des spécifications US. État de développement du projet permettant d'intégrer plus facilement que sur le PR100 les contraintes propres au marché US. Produit techniquement en avance par rapport à la concurrence lors de son lancement en 86. Proche du cahier des charges Transbus. Solution PR100 définitivement écartée en conclusion. Approche basée sur l'américanisation du R312 dans le développement simultané avec la version France. Voilà pour l'approche produit. L'approche prix. Prix du marché, conditions économiques mi-82. Donc on suppose que ce document date de 1984, puisque c'était effectivement une communication presse de l'été 84. Donc le prix du marché est de 150 000 $. Marché France, PR100, 630 000 francs. Et le SC10, 620 000 francs en 1982. 10 ans plus tard, en 1992, le PR100 coûtait un tout petit peu moins d'1 million de francs. 900 et quelques mille francs. Un tout petit peu moins. Donc voilà, le deuxième scoop, c'est le prix du PR100 en 1992. Voilà, marge RVI 20%. Objectif prix de vente USA, PR100 143 000 $, R312 150 000. Écart sur le prix de revient fabrication du PR100, plus 5%. C'est très léger quand même. C'est bizarre qu'il parle PRF, parce que là, il parlait du prix de marché, mais là, il parle du prix de revient à la fabrication. Je ne comprends pas pourquoi il parle du prix de revient à la fabrication. C'est très curieux. L'approche industrielle, objectif, satisfaire le Buy American Act, économie d'échelle par une stratégie bipolaire France-USA. 2 approches possibles, assemblage d'un véhicule totalement américanisé aux USA à partir d'un CKD France dans une structure industrielle locale légère. Fabrication d'un produit intégré à partir d'éléments communs aux produits France et USA dans une structure industrielle plus lourde. Donc il n'y a pas de choix, les 2 options étaient... pas de choix encore fait à ce moment-là. Nécessité d'une étude détaillée pour définir l'approche permettant de satisfaire les objectifs industriels. J'ai encore une page que je n'arrive pas à tourner. Voilà. La stratégie d'entrée. 4 stratégies possibles. Donc, soit seul, soit avec un partenaire, un investisseur institutionnel, Nouvelle-Orléans. Soit avec un industriel. Donc là, on a plusieurs possibilités. Soit avec un investisseur politique. La stratégie 1, partenaire institutionnel est exclue.
Stratégie 2 ne règle que la question financière. Et la stratégie 3, c'est-à-dire d'être avec un investisseur politique, règle les questions financières et industrielles et peut offrir l'ouverture commerciale si le poids du partenaire est suffisant. Ah. La stratégie 4 règle l'aspect financier et offre une ouverture commerciale. La stratégie d'entrée optimale doit être orientée sur la recherche d'une association à 2 ou à 3 qui nous apporte simultanément une ouverture commerciale des moyens industriels et ou des technologies qui complètent les nôtres et permettent une implantation plus économique, plus sûre et plus rapide des moyens financiers. C'est donc la stratégie 3 ou la stratégie 4, ou mieux les deux ensemble, qu'il nous faut adopter. Voilà, donc ce serait une stratégie donc, avec un industriel et un investisseur politique. C'est curieux comme choix, mais bon. Ensuite, donc là, ils font un état des lieux de la concurrence. En General Motors reste le constructeur dominant sur le marché américain, avec un taux de pénétration en moyenne toujours supérieur à 50%. Grumman Flexible, qui vient d'être racheté par General Automotive, se relève difficilement des déboires qu'il a connus avec son modèle 870. Sa production semble se stabiliser autour de 2 véhicules jour. Flyer Industries, un constructeur canadien, exporte la moitié de sa production aux États-Unis, soit 150 à 250 véhicules par an. MAN demeure depuis 1976 le constructeur dominant dans le domaine de l'articulé et ne semble pas chercher à sortir de ce créneau spécifique. Néoplan constitue l'incertitude majeure du marché américain après ses succès du début de 1982, mais fabrique aujourd'hui 4 véhicules par jour. Volvo construit une usine en Virginie et semble s'intéresser particulièrement au marché des autobus articulés. Scania construit une usine dans le Connecticut avec une capacité initiale de 250 véhicules par an. DAF étudie l'assemblage d'autobus aux États-Unis en coopération avec un partenaire américain. Voilà pour la stratégie de Renault. Les lignes directrices de la stratégie proposée, un objectif stratégique prioritaire, à son niveau moyen réaliste de 4000 véhicules par an. Le marché américain est le premier mondial d'autobus urbains, 4 fois le marché français, équivalent à l'ensemble du marché européen, 20 à 25% du marché mondial. Ce marché est en voie de déréglementation, c'est le seul marché ouvert au monde occidental. Les prix du marché américain sont rémunérateurs, 148 500 $ pour un bus standard en 82 contre 100 000 $ en France, pour 1 $ égale 7 francs. Les caractéristiques de l'industrie de l'autobus permettent, avec des investissements réduits, 10 millions hors bâtiment, d'intégrer un minimum réglementaire requis de 51% de la valeur du véhicule, le Buy America Act. La situation du marché et les positions respectives des concurrents permettent de retenir pour un constructeur de notre niveau un objectif conservatoire de pénétration de 10 à 15% du marché, toute marque. La question clé de l'implantation sur le marché américain, le produit. Les essais réalisés à New York avec 2 PR100 nous enseignent que les responsables des réseaux américains n'acceptent pas aisément un véhicule conceptuellement trop éloigné des produits standards existants sur le marché. Le bilan du R312 est le suivant. Architecture favorable de type américain, permettant une maintenance au moins aussi facile et économique que celle des meilleurs bus américains. Caractéristiques générales de performance, d'accessibilité et de confort passager sans égal en Europe et en Amérique. L'américanisation facile pour ses principaux composants. Positionnement économique restant satisfaisant, enchérissement du prix de revient à la fabrication de 4 à 5% par rapport à un PR100. C'est très très optimiste. Faire croire qu'un R314, ça coûte 4 à 5% de plus à fabriquer qu'un PR100, j'en doute beaucoup. Mais bon, s'ils le disent, le projet R312 américanisé. Donc les objectifs recherchés, communauté aussi poussée que possible d'organes et d'éléments de structure de la version de base du véhicule, maintien intégral des qualités propres au R312 à l'exception de la porte arrière,
Respect des contraintes spécifiques du marché américain, cible de la totalité du marché de véhicules standards avec deux longueurs, 35 pieds et 40 pieds. Le fameux schéma que je vous ai montré, R312, R314. Donc les caractéristiques, on les a vues. Deux niveaux de motorisation sont proposés. 200 chevaux et 260 chevaux. Ou avec le moteur Renault ou Mack. Voilà, donc c'était les prévisions de motorisation du R314. Les éléments fondamentaux du bilan R314, concurrence. Maintenabilité au moins équivalente au meilleur bus US. Plancher plat à 540 mm du sol au lieu d'environ 800 mm pour les véhicules US. Masse à vide de 11 tonnes au lieu de 12 tonnes et demie pour les véhicules US. Alors là aussi, c'est très optimiste. Consommation presque de 4 à 5 miles per gallon au lieu de 2 à 3. Donc c'est presque 2 fois moins de consommation que les véhicules US. Durée de vie des freins, 60 000 km à 100 000 au lieu de 30 000 à 45 000 pour les véhicules US. Effectivement, là, il y avait effectivement de quoi... donc là, on peut voir en fait que sur le R314 de 12 mètres 18, voilà, c'est ça, 12 mètres 18, aurait eu la même capacité que ses principaux concurrents. Ensuite, on a là les prévisions du marché américain. La description du projet Mack, c'est-à-dire constitution d'une structure spécifique carré-bus au sein de Mack, chargée des études d'américanisation, de la fabrique et de la commercialisation d'autobus R314 dans le cadre d'un accord particulier de cession de licence et des accords généraux de coopération entre Renault et Mack. Montage du R314 à partir d'un kit envoyé de France dans les surfaces non utilisées de l'usine de Mackenzie. Voilà, Mackenzie, donc c'est l'usine Mack. Voilà. Voilà pour le scoop mondial, l'autobus R314, la version américanisée du R312, le projet en tout cas qui ne s'est jamais réalisé pour une simple et bonne raison, c'est que la première étape, c'était d'envoyer le FR1 aux États-Unis. Voilà, deux illustrations, une illustration graphique et un véhicule, un des 10 véhicules prototypes envoyés. Le problème qui s'est posé donc en 1986 à l'envoi de ces 10 véhicules, c'est qu'aucun des véhicules n'était le même que l'autre. Les solutions françaises n'étaient pas forcément applicables aux États-Unis, ou en tout cas, les véhicules n'étaient pas forcément réparables sur place, les véhicules ne répondaient pas forcément aux normes américaines, et puis les deux entreprises, Renault Véhicules Industriels et Mack, nouvellement intégrées dans le groupe Renault Véhicules Industriels, les communications n'étaient pas forcément optimales. Et il y a eu des problèmes au niveau des circuits pneumatiques, des circuits de climatisation, et ça posait des problèmes tellement importants que les véhicules étaient inexploitables car ils étaient en panne, et Mack ne pouvait pas garantir aux clients un délai de réparation et de livraison du véhicule après les reprises. Donc, l'expérience américaine s'est arrêtée net, et le FR1 aux États-Unis, c'est fini. Donc, ça a au moins le mérite d'avoir une très belle illustration. Et donc, évidemment, puisque Renault n'a pas pu vendre les autocars, ce qui était la solution, enfin l'étape initiale, n'a pas souhaité continuer le projet R314 aux États-Unis. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce gros scoop mondial, 30 ans après. Voilà, merci de liker la vidéo. À bientôt pour de nouvelles vidéos.